ce qui serait bien quand même, c'est que vu les 2-3 bricoles que tu as ici, que tu nous en parles un petit peu plus, donc l'esprit des instruments que tu as décidé d'avoir ici. Alors, l'esprit des instruments qu'on a décidé d'avoir ici, c'est de permettre à n'importe quel musicien, producteur qui a besoin de composer et d'enregistrer, parce qu'on est plus sur un studio à la fois de pré-production et de mixage. Donc c'était de proposer déjà un backline en termes de guitare, basse, synthé, qui soit le plus complet possible et le plus efficace possible et qui soit en même temps inspirant, qu'il y ait des petites bizarreries aussi qu'on puisse intégrer dans une prod, notamment quand on fait de la musique à l'image, voilà. Donc l'idée c'est d'avoir une belle collection d'instruments jouables, en très bon état, avec une lutherie impeccable, qui n'est pas de galère, parce que tu viens ici pour bosser, tu n'as pas de temps à perdre. Oui, en fait, la guitare qui est un petit peu spéciale, qui a toute la valeur, mais qui est injouable, où voilà. tu vas mettre 4 heures pour faire on une n'est séance. pas, comme je te l'avais expliqué, on n'est pas des collectionneurs qui ont une collectionnite, voilà, où on cherche des instruments qui vont prendre de la valeur, même s'il y en a certains qui vont nécessairement prendre de la valeur. Nous, on n'a pas cherché particulièrement des instruments vintage, on a cherché des sons vintage avec une lutherie moderne, et donc c'est pour ça qu'on s'est orienté vers du Fender Master Built ou du Gibson True Historic Custom Shop ou du Gretsch Master Built aussi. Donc tu as le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à la fois la recherche d'un son vintage et authentique, et en même temps une lutherie propre, qu'on fait entretenir d'ailleurs par Eden Lutherie, voilà, Didier Dubosc, que tu connais peut-être, qui est voilà, l'un des plus grands luthiers voilà, parisiens. Donc, juste une question pendant qu'on est là-dessus, c'est quoi? Tu as contacté les custom shops, c'est ça? Alors en fait j'ai chiné pendant des années, et tout ça est venu en fait progressivement. Il y a déjà eu des gros achats au départ, évidemment tu te doutes bien, mais il y a aussi le côté on patiente et on cherche sur le marché mondial via déjà un réseau de revendeurs que je connais, avec qui j'ai construit des relations de confiance sur le long terme, aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, en Australie, voilà, donc il y a vraiment, c'est pas très éco-friendly, hein, les instruments ont beaucoup voyagé, mais parce qu'on cherche des instruments vraiment très haut de gamme, que tout très spécifique. Est très spécifique, et tout le monde malheureusement ne peut pas s'offrir, justement parce qu'on a la volonté, il y a une dimension philanthropique aussi, de mettre les meilleurs outils dans les mains des musiciens qui viennent ici. Donc, ça, nous on l'a pu le voir quand on a bossé à Tilly, donc dans le haut studio d'enregistrement. Bien sûr. On a pu voir que vraiment voilà, tout est fait pour le plaisir des musiciens et pour que vraiment on ait les notre concept c'est de faire des studios d'enregistrement tournés vers les musiciens, les créateurs. Voilà, donc on cherche à avoir un environnement inspirant, confortable, une bonne ambiance, décontracté. On est tous musiciens, hein, donc on a tous un background d'avoir enregistré aussi pour nos projets perso, et donc on sait ce que c'est d'être dans une situation de prod, et voilà, on sait les outils dont on a besoin et l'ambiance dont on a besoin. Donc quand tu viens chez nous, c'est une expérience plus que qu'on t'offre, plus qu'un studio lambda où tu as du matos, certes qualitatif. Là, on est au-dessus. Voilà, donc on a cherché à avoir les instruments les plus représentatifs, évidemment, de tout ce qui s'est fait en termes de prod sur les 60 dernières années. C'est très ambitieux, mais voilà. Vous n'êtes pas loin d'y être arrivé, je pense. On espère en tout cas s'en rapprocher, et on est plus dans la logique d'un studio comme ICP qui propose beaucoup de choses. Après, en plus ou moins bon état et avec des choses plus ou moins utiles, nous on a cherché à être plus efficace et chercher vraiment des références absolues, voilà, que tout le monde connaît. Donc tu vas reconnaître forcément une Rickenbacker, voilà, la 4003. Là on a une précision Master Built par Todd Cross, qui est l'un des meilleurs Master Builders, puisque c'est lui qui l'a fait pour Clapton et pour Jeff Beck, voilà. Donc ça te donne l'esprit. C'est un avion de chasse. On a une petite acoustique parce qu'en général, quand tu es un guitariste classique, là en général tu joues sur ton propre instrument, c'est une particularité. Donc on en a une qui est plutôt bossa nova, qui va, voilà, mais qui n'est pas un outil exceptionnel non plus, mais parce que l'univers de la classique entre guillemets, c'est très spécifique. C'est très spécifique. Donc une Music Man Stingray, je vais me faire taper sur les doigts par mon associé Loïc. Il va me dire que c'est pas une vraie Stingray parce qu'elle a deux humbuckers et pas un Castle. Pour lui, les micros sont pas positionnés pareil, et je lui fais confiance, je pense qu'il a raison. Il sait un petit peu de quoi il parle. Il sait un petit peu de quoi il parle. Pour moi, on est dans le top 10 mondial du bassiste.
Voilà, mais bon, après, c'est mon avis perso. C'est pas parce que c'est mon ami depuis 20 ans que je le dis, mais voilà. Je suis un peu d'accord avec toi. T'es un peu d'accord avec moi, ouais, on connaît tous les deux l'animal. Donc voilà, une stingray avec un manche torréfié. Voilà. Ouais, magnifique. Voilà, ça a son importance, on en parlera peut-être après. Une J200, pareil, une série spéciale, torréfiée, etc. Et voilà, qui sonne absolument fantastiquement bien. Voilà, une J45 tout à fait classique, tout ce qu'il y a de plus standard. Mais il faut savoir qu'une J45, c'est un outil extrêmement standard dans le monde de la prod. Et en prendre une particulièrement belle, ça ne sert à rien. Voilà. On a bien compris qu'ici, il fallait que ça sonne. Voilà. Là, on a par contre une D42 Martin, qui est pour moi ce qu'il faut acheter si tu veux vraiment une guitare dans l'esprit de la D28, mais que tu cherches une luthier et des bois un peu plus haut de gamme, et vraiment ça fait la diff. Ouais. T'as l'impression de jouer sur une électrique tellement le confort est là. Ouais. Et le bois est, on va dire, un peu mieux sélectionné, c'est de la Diron Rack. Donc voilà, ça sonne tout de suite mieux qu'une D28, même si tu reconnais exactement le son de la guitare qui est la plus enregistrée en termes d'acoustique au monde. Voilà, c'est voilà, la D42. Après, là tu vas me montrer le placard à balai. Là, je te montre le placard à balai, parce qu'évidemment, le studio est immense. Et donc on a optimisé l'espace, voilà. On a des petites choses un peu étranges. Bon, on a une Santa Cruz H14, ça c'est pas étrange, c'est aujourd'hui c'est l'une des meilleures guitares de luthier qui se fait justement un peu dans l'esprit quand tu veux faire du finger picking, etc. C'est une référence absolue. Là on a une Gibson très spéciale, puisqu'il n'y en a que 32 dans le monde, pardon, voilà. Donc on a une J200 Parlor. Donc comme je te disais, il n'y en a que 32 dans le monde. C'est une série custom. Elle est très intéressante en termes de sonorité. Pour tout ce qui est un peu roots, un peu bluegrass, tu vois. Voilà, tu auras un esprit très américain pour le bluegrass qui est fantastique sur celle-ci. Et elle est très inspirante, cette petite guitare. Et elle a un format très confort. Justement, c'est un peu plus petite qu'une J200. Là, on a des trous custom historiques, donc des réissus faits par ce que je sais faire de mieux aujourd'hui Gibson. Donc là, si je ne m'abuse, c'est une réissue de... Ah merde, allez, je vais me lancer, je vais peut-être me gourer. Je pense que celle-là, c'est une 68. Voilà, là, on a sa petite sœur, c'est des Black Beauty. Hein, donc, sur cette époque-là, ça commence à être un assemblage acajou avec une plaque en fait une table en maple, mais là tu as l'authentique qui est full mahogany, voilà. Et donc là c'est celle de 54 avec les micros, alors là un P90 et puis là un truc un peu zarbi que tu trouves. Dire, c'est quoi ça? Bah, c'est ce micro là que tu ne trouves que sur la 54 et qui a un son de fou. D'accord. Voilà, donc les Black Beauty qui sont un truc à part dans le monde de Gibson Les Paul. Et parce que déjà c'est pas les mêmes assemblages de bois, et t'as surtout une touche en ébène, et donc c'est un peu plus flûté, c'est un peu plus voilà, perçant dans le mix. Et on en a 3 parce qu'il y a eu 3 vrais Black Beauty authentiques, un peu différentes les unes des autres. Alors, je vous dis, ce mec est fou. Moi, je le connais depuis des années. Ce mec est complètement fou. Mais on va quand même l'écouter parler parce que moi, j'aime beaucoup comment tu parles des guitares. On sent que tu es guitariste, que tu en parles avec beaucoup d'amour et beaucoup de sensualité. Exactement. Voilà, c'est mon passé de guitariste qui me rattrape, même si aujourd'hui je ne joue plus véritablement de la guitare. Je peux pas dire que je suis guitariste. Alors ça, c'est encore une grande curiosité, puisque c'est une pré-série d'une custom shop Mark Kendrick. Là, normalement, c'était juste sur les specs de Kendrick, qui est un master builder. Sauf qu'en fait, par un coup de chance incroyable, je n'ai pas eu donc celle qui est faite en custom shop, c'est-à-dire que c'est une équipe qui la monte sur les specs d'un master builder. Mais elle a été faite par lui, et la petite différence donc c'est qu'il y a sa signature dans le logo du custom shop, comme toutes les master built. Voilà, donc très sympatoche, voilà, un peu faïencé
Alors, là, et là, en plus, sur le manche, il y a une touche qui tout à fait, pas... tu as un binding voilà. Effectivement que tu n'as sur quasiment aucune, enfin très peu de Fender, voilà. Donc là l'idée c'était de faire une espèce de série L, ma foi plus ou moins réussi. On va être honnête, c'est pas la meilleure strat que j'ai, mais c'est quand même une très bonne strat. Et là, puis tu as une Taylor pour 814 CE, donc qui est encore le haut du panier chez Taylor. Voilà, lutherie complètement imparable, le son Taylor qu'on aime ou qu'on déteste, mais le son Taylor voilà, qu'on retrouve sur énormément de prod. Comme tu disais, si à un moment donné on a besoin entre les Gibson, les Taylor et les Martin, normalement on doit trouver ce bonheur. Voilà, on a une petite 12 cordes Eastman qui est très sympatoche dans l'esprit un peu des guildes vintage 12 cordes qui sont un peu les références absolues en matière de 12 cordes. Donc voilà, très bonne petite 12 cordes. Assez abordable, contrairement au reste de ce qu'on a. Et puis alors ce que tu n'as pas vu ici, c'est qu'il y en a vraiment partout. C'est-à-dire que même derrière la moindre porte... Oui, il y en a encore. Il y en a encore. Donc là, on a une nationale, résophonique, qui est celle de Mark Knopfler. Je veux dire. Voilà. Avec le même le dessin. La même finition, exactement. Et donc, tu vois, on trouve des astuces pour la protéger des mauvais coups de porte. Et ça, c'est pareil, c'est un son. C'est un son spécifique. Voilà. Alors après, les puristes diront que pour le recording, il vaut mieux, quand tu prends une guitare à résonateur, il vaut mieux une guitare en bois avec un résonateur métal plutôt qu'une full métal. Voilà. Après, question de goût perso, moi je préfère le métal. Donc, régie, voilà, la partie mixage, acoustique faite par Michel Deluc. Voilà, qui est notre compère et notre référence absolue en termes d'acoustique. Pour nous, c'est le plus grand acousticien français. Pardon pour les autres, je pense à Melcure qui paraît aussi est très bon, etc. Mais voilà. C'est lui aussi qui s'est occupé de la régie de... Exactement, même de toute l'acoustique de nos deux studios. Et en tout cas sur les parties traitées, évidemment. Parce que, voilà. On a un rapport avec Michel, voilà, qui a un rapport au-delà de la confiance qu'on lui fait professionnellement parlant. C'est aussi un mec génial, humainement parlant. Voilà, qu'on apprécie pour ses qualités humaines, et c'est pour ça aussi qu'on travaille avec lui. C'est important. Voilà, c'est important. Idem, le câblage fait par Olivier Bolling, qui est le grand gourou, comme tu peux le savoir, de la technique en France. C'est un monsieur extrêmement sympathique, particulièrement honnête sur les tarifs, contrairement à ce que beaucoup de mauvaises langues peuvent dire. Oui, mais les mauvaises langues, tu sais, on sait très bien dans ce métier. Non, mais c'est un peu le problème quand tu fais de la maintenance et quand tu fais du design technique. Le souci souvent, attends, je vais peut-être pas me mettre à contre-jour. Voilà, ça sera plus simple pour toi pour filmer. Le vrai souci quand tu fais de la technique et que tu répares des machines, c'est que tu as ceux qui te font ça dans les règles de l'art et qui vont te chercher des composants qui malheureusement aujourd'hui coûtent une fortune et qui donc te facture le prix de la qualité, de la qualité du travail et du savoir-faire. Et tu as d'autres personnes qui vont un petit peu sans avoir les schémas, sans connaître les pièces exactement. Tu as de tout dans ce monde-là. C'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Exactement. Voilà. Sauf que Olivier, c'est le number one, il n'y a pas photo. Ce monsieur a une carrière à l'international, a participé à l'élaboration notamment de la 88 RS de chez Nif, donc c'est pour dire, voilà, il t'a fait des périphes pour Tony Marocain, voilà, donc il travaille pas seulement qu'en France, et si on le respecte aussi aux États-Unis, en Angleterre, c'est qu'il y a une vraie raison, au-delà de l'aspect humain, parce que c'est une crème, c'est un mec adorable, donc, et qui travaille excessivement bien, donc voilà pourquoi on travaille toujours avec les mêmes, et les travaux, si vous avez besoin de savoir aussi qui les a fait, Gérard Billot d'ITA, qui est juste un artiste. Regardez un peu les finitions que vous avez un peu partout, c'est un travail d'orfèvre. Donc voilà, sur toujours design Michel Deluc et réal des travaux, donc Gérard Billot de ITA. Voilà. On va faire un petit tour. J'ai vu que derrière là, t'as encore une petite pièce là. Ouais, alors c'est justement la pièce qui est dédiée, comme je te disais, à la pré-production. Parce que aussi notre idée ici, c'est d'accueillir donc des musiciens qui ont besoin de passer un peu en pré-prod avant d'aller au studio. Et il y avait une marche. Et il y avait une marche. Excuse-moi, j'ai oublié de te prévenir.
Et donc là, tu as encore l'autre partie de notre collection de guitares, même la plus grosse partie, puisque là, on a surtout les électriques et les demi-caisses, ou les trois quarts de caisse, et quelques basses encore. Ouais. Donc là, tu as encore... il y en avait une cachée là. Voilà, tu en as deux cachées, donc tu as encore une Master Built de chez Fender. Je crois que c'est une Galuska, celle-là, si je me rappelle bien. Donc pareil, jazz bass monstrueuse. Là, tu as une petite curiosité où on n'a pas encore retiré tous les plastocs parce qu'on l'a reçu en fait il y a 3 jours. Ouais. Donc c'est une Epiphone. Donc vous voyez bien qu'on ne met pas non plus toujours des fortunes dans les instruments. Ouais. Et j'imagine qu'elle a quand même une particularité, cette Epiphone. Alors cette Epiphone sonne juste d'enfer. Elle a pourtant qu'un seul petit micro, mais tu vois, elle a un petit baritone. Ouais. Et en fait, elle te permet d'avoir des sons extrêmement vintage ou au contraire des sons très modernes. Et c'est vraiment une belle réussite, un instrument vraiment original pour de la prod, qui va t'apporter des sons un petit peu différents. Et celle-là, tu l'as trouvée, tu l'as chez Tu la trouves encore? Non, tu la trouves chez Music Store, c'est une de série, toute conne, ou chez Thomann, voilà, tu la trouves, ou chez nos amis français aussi. De chez Woodbrass. De chez Woodbrass, allez, on va tous les dire. Mais oui, parce qu'on a que voilà, merci à Michelot, voilà, Universo, etc. On va tous les faire, sinon on va se taper sur les doigts. En même temps, et j'en oublie quelques-uns, et pardon. Ils t'ont pas filé le matos. Non, mais personne ne me file du matos. Par contre, j'ai travaillé avec tout le monde, que ça soit en France, en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, au Japon, aux États-Unis. Donc voilà, l'important c'est ce qu'on trouve. Je sais que tu es très rigoureux là-dessus, sur vraiment pour aller chercher le meilleur. Oui, et puis il faut avoir une relation de confiance parce que malheureusement, beaucoup des transactions se font du coup sur Internet. Et donc il faut avoir un réseau de personnes de confiance qui disent ouais, celle-là elle a vraiment un truc. Parce que tu peux acheter un bout de bois, s'il a pas d'âme, il a pas d'âme, tu l'as dans le, dans le baba. Et t'as mis 3 000 €, 4 000 €, 5 000 € sur la table et t'as plus que tes yeux pour pleurer. Là, heureusement, justement, j'ai bâti une relation de confiance avec ces personnes-là. Justement parce que on leur précise qu'on a un studio, un plutôt grand studio en France. Et même si on est... Voilà, on est peut-être parmi les plus gros, mais voilà, on va arrêter de se jeter des fleurs. Et donc, il y a tout de suite une relation un peu différente de quand tu es un consommateur lambda, et c'est bien d'ailleurs dommage. Ça devrait toujours être comme ça, en fait. Et du coup, on bénéficie de conseils et d'infos vraiment importantes à avoir quand tu achètes un instrument de musique. Parce que même au plus haut niveau, à part quand tu achètes du Master Built, et encore même quand tu achètes du Master Built, tout dépend du Master Builder, faut les connaître. Ouais, j'allais dire, faut pas acheter à n'importe qui ou faut pas acheter n'importe quel Master Builder déjà d'une, et faut pas acheter non plus à n'importe qui, on est bien d'accord. Il y a beaucoup d'arnaques là-dessus. Il y a beaucoup d'arnaques. Il y a aussi tout simplement des dealers qui ont des deals un peu préférentiels, justement avec les marques comme Fender et Gibson, qui arrivent à sourcer du coup des instruments un peu exceptionnels, même à la fabrication, même à la commande, qui ont accès à des bois plus précieux, qui ont accès et qui ont un espèce de pick and select, tu sais. Ils sont invités chaque année dans les usines, ils choisissent eux-mêmes leur bois, ils donnent leur spec. Et les Master Builders leur font des instruments vraiment en petits oignons. Donc voilà, il faut connaître ces personnes-là, il faut avoir une relation avec elles. Alors tu remarqueras qu'il y a encore 2-3 suspensions qui sont vides, c'est normal, on attend encore quelques petits instruments. J'allais dire, c'est inadmissible, autant de place libre. Voilà, donc on attend encore notamment des Gretsch qu'on a commandés. Voilà, et qui vont être juste sublimes. Et là, on aura à peu près 100% de ce qu'il y a de mieux, de ce qui se fait aujourd'hui pour enregistrer, quel que soit ton genre musical, quel que soit... tes besoins, en fait... Tes besoins en termes de guitare et de basse, voilà. Toi, le slogan « Venez comme vous êtes », ça s'applique bien, c'est-à-dire qu'on peut... Venez à poil, on vous aime comme ça. Non, je rigole, non, c'est venez les mains dans les poches, même si vous avez alors vous pouvez venir évidemment avec vos instruments un peu marottes, etc. Bien sûr, on en a tous des instruments qu'on adore, etc. Mais vous pouvez venir aussi un peu dans un esprit de découverte. Tiens, cette guitare je la connais pas, comment elle pourrait sonner sur ma prod? Ah bah tiens, effectivement, en fait, elle sonne différemment. C'est ça qui est très plaisant, et moi c'est ça que j'apprécie donc dans ton autre studio, là on l'a enregistré avec le Ravel, c'est que pour les guitares, on a construit des, on est allé chercher des sonorités, on a essayé des Telecaster, on a essayé des Gibson, enfin on a essayé plein de trucs, et en fait on va chercher vraiment la guitare qui correspond
à ce moment-là, pour le titre, on À fait l'esprit vraiment du de la morceau, prod. mais on fait de la prod, exactement. Et au final, Et- quand on a ça sous la main, eh bien ça va assez vite. Mais Parce exactement, et quand tu sais ce que tu fais aussi. Parce que le problème, c'est que devant un tel choix, si tu n'as pas une certaine expérience, Ah oui. tu vas te bananer Oui, complètement. Tu peux passer 3 jours pour. Tu peux passer 3 jours, et puis on n'est pas un magasin de guitare, t'es pas là non plus pour essayer entre guillemets, Exactement. parce que sinon on passerait notre temps à changer les cordes. Ouais. Tu vois le nombre de guitares, rien qu'ici il y en a plus de 70. Ouais. Ça commence à faire un budget Ouais. en termes de cordes, d'entretien d'instruments aussi, etc. Et ça, évidemment, on le facture pas au client parce qu'on Oui. est sympa. Donc, Exactement. Exactement. voilà. Et ça, je Donc, tiens à le signaler, c'est vrai que tout ça, ça n'est pas facturé, ça fait partie du prix de la Voilà, prestation. ça fait partie voilà. de notre forfait. C'est un all-inclusive. C'est un all-inclusive, un peu comme quand tu vas au Club Med. Exactement. Tu peux te saouler autant que tu veux. Et ben là, c'est pareil, tu peux te saouler autant que tu veux avec les instruments. Ouais. La seule différence, c'est qu'on te demandera juste de savoir ce que tu fais, de les respecter, et parce qu'il ne s'agirait pas de nous les beugner dans tous les sens. Oui. Et surtout que là, on est quand même sur des instruments entre guillemets un peu exceptionnels. Ouais. On va pas donner les prix, mais Non. voilà, on est dans le très Oui, haut oui. du panier. Voilà. Après, moi, ma spécialité, c'est d'être un acheteur. Donc, je sais comment négocier les prix, et c'est aussi pour ça qu'on a une belle collection. Ouais. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que... Bah, Écoute, là, j'ai regardé. Est-ce qu'on va pas tous les faire parce que j'imagine. non, voilà, après, tu on peux a peut-être beaucoup. regarder ce qu'il y a dans le placard. Ah oui, mais parce j'avais que... oublié l'autre placard à balai. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de balais en fait Ouais, dans ce j'allais placard, dire- parce que c'est un double placard en fait. Ah ouais. Voilà, et donc t'as beaucoup Ah là beaucoup là de balais. Là, il y a de la Les Paul là. T'as de la Les Paul, et Oh, puis... il y a de la. Oh là là. Ah non, mais t'as toutes les strates, toutes les périodes en fait. Alors c'est là- un peu ça l'idée. T'as... Je peux pas vraiment filmer, les amis, vous voyez bien, parce que c'est assez sombre, mais. Et bah là t'as que par exemple en Tu peux strat. nous en sortir une quand même, parce Mais que bien sûr. j'en vois une là qui. Alors, je suis sûr que tu me parles de la strate du Prince Arabe. Je sais voilà, pas. Le roi du pétrole, la strate d'Ubayot. on va dire. Exactement, celle-là. Alors voilà, alors celle-là c'est une série spéciale en fait qu'avait fait Fender, où ils avaient fait un peu toutes leurs guitares dans des bois un peu exotiques. Ouais. Et donc là c'est un bois des marais japonais, voilà, Swamp Ash tu vois, mais japonais, donc Tamo Ash pour son nom précis, avec ce joli veinage, Ouais, voilà. Absolument fabuleux que tu as partout. L'accastillage doré, la plaque anodisée. Ouais. Voilà, celle-là, elle a une petite particularité, c'est qu'on l'a accordée en mi bémol avec un plus gros tirant, Ouais. parce qu'elle est très dans l'esprit un peu SRV. Alors j'allais dire, les micros, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont mis dessus, tu sais? Alors, je ne saurais te dire, Alors, en même parce temps, que Vincent, en même, j'ai pas une il y a mémoire tellement d'éléphant. d'instruments que pour Voilà. le coup, t'as le droit de tout Voilà, savoir. là, tu me poses une colle tout Ouais. simplement parce que j'ai oublié. Mais c'est des aussi micros simple que ça. spécifiques qui ont été faits, pas spécialement, non, c'est des. La plupart du temps, on a des micros qui ont été bobinés à la main. Ouais. Voilà, donc c'est soit, tu sais, la fameuse Ibarra, là où je sais plus comment elle s'appelle, qui les fait tous maintenant aux États-Unis. Soit on est allé chercher aussi des micros un peu spéciaux de mecs qui fabriquent les micros eux-mêmes Ouais. dans une cave, tu sais, Ouais, voilà. Et donc on est allé chercher à chaque fois surtout des sonorités particulières. Soit de guitaristes particulièrement connus, donc on a une Malmsteen, c'est pas pour jouer du Malmsteen, Non. mais elle a un Elle a son son- de folie, elle est à part dans la production. Elle est escalopée, ouais. Ah, elle est salopée comme dit Loïc. Voilà. Non, elle est scalopée effectivement. C'est une vraie Malmsteen, quoi. C'est une vraie Malmsteen, voilà, avec son les micros sillet. Dimarzio dessus. Avec les imagine. micros Dimarzio, exactement, avec le sinon- sillet en laiton surtout, qui Ouais. fait sa particularité, avec sa fameuse Ouais, j'allais dire. sangle moumoute. Très bon goût. Voilà, de très bon Comme goût. tout, comme beaucoup Mais de choses chez Louis. j'ai tenu à la garder Exact, tellement tu as bien elle fait. est fantastique. Tu as bien fait. Après, alors pour ceux qui ne savent pas à quoi sert un manche scalopé, ça ne va pas du tout beaucoup plus vite, ça n'est Ah pas bon vrai du tout. Non, ça n'est pas du tout l'esprit. Le manche scalopé, le seul avantage que tu as à avoir un manche scalopé, c'est que tu es beaucoup plus précis, tu vas beaucoup plus loin sur tes bends et tes vibratos. D'accord. Voilà, donc après tu as certes moins de pression à mettre Ouais. pour fretter une corde. D'ailleurs, si tu appuies trop fort, Ouais. tu vas désaccorder
accorder véritablement, et donc pour les accords, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais pour tout ce qui est bend, c'est littéralement jouissif. La couleur est juste magnifique. Et tu atteins justement des tonalités que tu n'arrives pas à atteindre avec tes petits doigts musclés sur un manche plat. Alors celle-là, c'est une custom shop, elle a une particularité Non, c'est une simple custom shop, c'est pas une master build parce qu'ils les font toutes les deux, hein, évidemment. Chaque guitare est aussi master buildée chez Fender à la demande. Par contre, elle est un peu exceptionnelle, c'est-à-dire que voilà, en fonction du bois que tu as, toutes les guitares ne sont pas équivalentes. Et voilà, encore une fois, j'ai été bien inspiré par quelqu'un qui m'a dit écoute, tu en cherches une, ça tombe bien, j'en ai une qui est un peu au-dessus du lot, la voici, et c'est pas pour autant que je l'ai payé beaucoup plus cher. Non, en général je les achète bien. C'est le principe de Guy les bons tuyaux, quoi. Faut juste le connaître. C'est ça, en fait, il faut. Ça, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est une relation de confiance. C'est une relation de confiance qui se construit sur le long terme, de réseaux d'amis qui se connaissent, etc. aussi. Et il y a vraiment des gens qui sont spécialisés là-dedans. Je pense notamment à un ami ingé son que je salue au passage, qui s'appelle Stéphane Lombroso. Dans le milieu, par exemple, de l'enregistrement, Stéphane est Guy les bons tuyaux. Il va te dénicher à chaque fois la meilleure affaire. Voilà. Et grâce à Stéphane, qui est un excellent ingé son, qui a fait tous les taratata de l'histoire, avec qui je travaille et avec qui je bouffe régulièrement aussi pour le plaisir, parce que c'est un ami. Voilà, j'ai pu acheter plein de choses extraordinaires à vil prix, on va dire. Voilà. T'as des Gibson aussi, alors, pour revenir sur les instruments, t'as des Gibson un peu exceptionnels, et quand je dis un peu exceptionnels, je pèse mes mots, puisqu'il y en a que 3 dans le monde, et sur les 3 dans le monde, j'en ai 2. D'accord, ok. En fait, j'en ai acheté une première, ça m'a tellement renversé que j'en ai acheté une deuxième. Surtout, sachant l'histoire, c'est qu'en fait, c'est Music Zoo, donc un master dealer aux États-Unis. T'en as deux, t'as Wild Custom, Music Zoo et un troisième, je sais plus comment il s'appelle, qui sont vraiment les 3 meilleurs dealers américains pour Gibson. Et donc Gibson leur fait des séries un peu exceptionnel, comme Yamano au Japon, voilà. Donc quand tu achètes des guitares qui viennent de chez eux, tu sais que tu auras le très haut du panier. D'accord. Voilà. Et donc ils ont fait une demande spéciale Gibson que personne ne leur avait fait. Tu sais que depuis un certain temps, les manches torréfiées, les bois torréfiés, c'est un peu la mode. Et il y a une véritable raison, c'est qu'en fait, ça te stabilise déjà le bois, donc c'est un instrument que tu vas régler moins souvent. Et en plus, tu retrouves aussi un petit peu les sonorités des guitares vintage, dans le sens où justement on a sorti toute l'humidité du bois, en tout cas un maximum, et on a mis les vernis aussi qu'il faut pour que ça continue un petit peu à vieillir dans de bonnes conditions. Et du coup, tu as des instruments très stables et qui sont beaucoup plus secs, plus légers du coup, et qui sonnent un peu vraiment comme des guitares vintage, sauf que c'est de la lutherie d'aujourd'hui. Alors arrête de nous faire languir, parce que là, j'en n'en peux plus. Et voilà. Et donc en fait, Music Zoo a demandé. Voilà. Music Zoo a demandé à Gibson de lui faire des bois torréfiés, et ils lui en ont sorti 3. Et après avoir sorti ces 3-là, alors je suis désolé, elle est un peu poussiéreuse parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait le ménage à la maison. Et puis il faudrait quand même que je fasse quelque chose pour le manche qui a soif. Mais toujours est-il que des bois torréfiés, Gibson n'en a fait que 3 et n'en refera plus jamais parce que ça leur prend trop de temps, trop d'énergie. Donc trop cher. Et trop cher. Et donc ils peuvent même aller vendre trop cher, c'est. Voilà. Donc ils en ont fait 3, un peu la fleur au fusil, donc ils sont gourés sur les tarifs et ils ont décidé de plus jamais en faire. Et donc sur les 3, j'en ai 2, j'ai celle-ci, donc tu vois en plus dans un coloris. J'allais dire le coloris est assez ouf, avec un veinage. Alors moi je suis très veinage, très symétrique, ça c'est mes goûts en termes de guitare, désolé. Et voilà, elle a une couleur, une patine, la couleur est juste grandiose. Donc là tu as la fameuse autre Black Beauty qu'il faut avoir. Celle-là c'est la 57 il me semble. Si je dis pas de bêtises, sinon vous me tirez les oreilles, les haters, vous avez le droit de me bâcher, j'en ai rien à... Mais on les salue d'ailleurs. Et on les salue, on vous aime. Et voici la deuxième, voilà.
plus de haters on a, Oui, mieux c'est en fait. Hein. Ça Oui, veut dire oui. que tu casses les noix. Exactement, moi et- j'en ai aussi quelques-uns. Et quand Qui tu casses m'apprécient. des noix, c'est que tu fais en général du bon travail. Donc voilà. Celle-là, c'était la deuxième. La deuxième, donc il y en a 3 dans le monde. Ok. Après, ben voilà, on a des curiosités, voilà, et tu as, voilà, que ce soit chez Fender ou chez Gibson ici, tu n'auras que du True Custom historique chez Gibson et que du Master Built chez Ça, c'est une Master Built aussi, celle-ci. Si, hein. tu le Master Built, et alors, bah t'as mis le doigt dessus. Ouais, j'ai pas le droit. Si, t'as le droit, bah justement, ici on a le droit de toucher tous Oui, les mais instruments. bon. Et donc ici, tu as peut-être la meilleure strat du studio, qui est aussi l'une qui a l'air les plus abîmées, parce que évidemment c'est un reliquage, etc. Très bonne idée le reliquage, hein, comment vendre un instrument amoché Oui. sans faire de décote. Donc clair. merci aux gens du marketing qui ont eu cette brillante idée. Par contre, celle-ci elle a été faite par Todd Cross. Qui pour moi, pardon, les autres, est le meilleur master builder, puisque c'est lui qui l'ait fait pour Clapton et Jeff Beck, et d'autres d'ailleurs. Et elle a juste un truc magique. Si tu veux jouer du blues Elle a du roots, mojo, quoi. elle a un mojo, mais de folie. On l'a testé à côté de Seriel, Oui. on les enterre. Enfin voilà. Et le micro, c'est des quoi dessus, Alors ceux-là, ils sont bobinés main, Ouais. spécialement pour la guitare. Donc C'est plus des types 62, 67, tu sais, t'as une idée ou... alors ou c'est une très très bonne question. Celle-là, je crois que c'est une 62. D'accord, ok. Voilà. En fait, on a toutes les années, c'est-à-dire qu'on a de la 56, Ouais. 54, de la 62, de la 63 et 64, 65 sérielles. Ouais. On a même de la 69 pour les amateurs de grosses têtes. Ouais. Voilà. On a toutes les années qu'il faut avoir, que ça soit en strat, avec les bons micros qu'il faut. On a même une Gilmour, enfin on a vraiment deux. Vous avez une Gilmour? Ouais, on a une Bah, tu me Gilmour. laisses... je suis désolé, mais... Mais Là, voilà, on a une là, mon Gilmour. cœur se met à battre la chamade. Ah bah, on parle juste de l'un des plus grands guitaristes, si ce n'est le Le plus plus grand. grand guitariste. Voilà, de tous les temps. Un grand guitariste étant un guitariste qui fait des solos qu'on retient et pas des solos qui vont vite. Alors là, je vais dire quelque chose que je ne dis jamais dans aucun blabla, mais c'est putain de sa mère. Ah, Parce que là, écoute, vraiment, je te jure, j'ai le cœur qui bat à la chamade. Écoute- Alors celle-là, raconte-moi un peu celle-là. bah écoute, c'est le. Alors c'est une. T'as deux Gilmour Custom Shop, t'as celle qui est reliquée, celle qui ne l'est pas. Ouais. Voilà, donc là on est sur la version qui ne l'est pas. Ouais. C'est un regret parce que du coup tu as un vernis sur le manche. C'est toujours un petit peu compliqué de prendre en main ce genre de guitare Ouais. avec un manche maple verni. Ouais. C'est quelque chose de particulier en termes de toucher. Après, c'est l'opportunité aussi qui a fait que j'ai pris celle-là. Oui, parce que j'imagine que tu n'as pas pu acheter l'original, qui Déjà- est parti à combien, je sais pas combien de millions. Non, ça on parle pas de celle-là, évidemment. Voilà, donc il dit lui-même qu'il n'en avait plus besoin, il y a peut-être une raison. Ouais. C'est pas qu'il ne joue plus, je pense pas. Je pense qu'il ne C'est- doit plus pouvoir beaucoup jouer non plus. Non, je pense même pas. Je pense que c'est qu'en fait, des guitares, il le dit lui-même, hein, il en a tellement que. Et c'est pas un fétichiste, ça. Non, Voilà. c'est un musicien, C'est joueur. un musicien, Ouais. c'est un joueur. Et donc, je pense que quand on est véritablement joueur, on préfère avoir un instrument avec une lutherie soignée et qui est en état d'être joué plutôt qu'une guitare qui est rincée. Et je pense aussi qu'il a voulu faire acte de quelque chose de. Et c'est tout de à son honneur. justesse, C'est de tout à son justice, honneur. pardon. Oui, Voilà. là c'est un acte philanthropique Voilà. puisque tout a été reversé effectivement. Exactement. Alors qu'il a je ne vendu sais plus pour quelle des association. millions et des millions, enfin c'était colossal. Écoute, en même temps il peut se le permettre. hein. Oui, non, mais ça prouve bien que son jeu de guitare, moi là où j'étais content de voir cet acte-là, c'est que ce que j'ai pu ressentir toute ma vie dans son jeu de guitare, il l'a symbolisé avec C'est la vrai, bande de ses c'est guitares. vrai, Tu vois, ça a été quelqu'un qui a été toujours très généreux dans ce qu'il Exactement, faisait exactement. et ça se ressent. Mais je pense que de toute façon, quand tu as tellement bien réussi comme ça, quel que soit ton domaine d'activité, à un moment tu donnes du sens à ta vie aussi en allant vers les autres. Exactement. Et c'est un peu le projet Besco aussi, c'est-à-dire que tu connais un peu mon histoire perso. Oui. Voilà, je vais pas m'étendre dessus parce que c'est pas le propos. Mais voilà, moi je ne fais pas ça pour gagner de l'argent, je perds en fait, même concrètement. J'ai fait ça parce que, je suis un passionné de musique et que de toute façon j'avais envie de me faire un studio. Mais avoir un studio pour avoir un studio et jouir de ce bien-là tout seul, ça n'a pas un grand intérêt. Et autant permettre à des musiciens qui sont
aujourd'hui dans une situation tellement difficile, parce que le piratage a fait que, tu connais bien l'histoire, avoir accès aujourd'hui à ce genre d'instruments, ce genre de structure, c'est salutaire pour eux. Voilà, et on fait de temps en temps aussi des projets où on se dit, bon bah, là, on va même perdre de l'argent. Voilà, c'est pas ça qui va faire qu'on va pouvoir rentrer dans nos charges, mais on le fait parce qu'on a un coup de cœur. Non, mais on a un coup de cœur pour l'artiste. On n'est pas là pour juger et y croire. On fait pas des coups, si tu veux. On n'est pas là pour investir. Oui, on n'est pas une maison de disques. On n'est pas une maison de disques. Donc, c'est pas une question de. T'es pas un producteur au sens label. Je suis pas un label, donc je suis pas là pour faire de l'argent. Donc c'est mais pas. Tu es un producteur. Même pas un producteur. C'est juste que de temps en temps, quand je rencontre un artiste qui a quelque chose véritablement à dire et qui a une pierre à mettre à l'édifice et que c'est pas ce qu'on a entendu 20 000 fois à la radio aujourd'hui, désolé pour ceux qu'on entend 20 000 fois à la radio aujourd'hui, voilà, mais quand ça sort un peu du lot, quand c'est un peu qualitatif, on a plaisir à contribuer tout simplement en permettant les choses de se faire. Voilà. Et dans d'excellentes conditions, avec du matériel de fou. Voilà. Donc le nodal, c'est-à-dire le cœur électronique du studio, avec l'ordinateur qui est dans un châssis, pour le booster, rackable, et pour le booster aussi en termes de cartes PCI que tu peux rajouter dedans. Donc tu vois qu'on en a, entre les 3 HDX pour Pro Tools, les UAD et autres petites subtilités. Des cartes son Antelope, alors tu as 3 Orion HD, 32 ici, tu en as 2 autres là-bas pour gérer rien que les synthés, voilà, une là-bas, de l'autre côté. Ok. Voilà. Donc on sature le nombre d'entrées-sorties de Pro Tools, on est sur 192 entrées-sorties. Excuse-moi. En fait, on a beaucoup de matos, et donc on a beaucoup d'entrées-sorties pour pouvoir justement les exploiter de mille et une manières, un peu à la façon moderne aussi, sans passer forcément par la table, dans Pro Tools. Et pour pouvoir les travailler vite. Et pour pouvoir travailler vite. Tout est prêt et il n'y a plus qu'à... En fait, tout est fait pour accueillir n'importe quel ingé son avec son workflow. C'est-à-dire que tu as des ingé sons à l'ancienne qui vont beaucoup travailler sur la table avec les inserts de la table, etc. Tu en as d'autres qui vont être très geek Pro Tools, je fais partir un machin. Faut être capable de répondre à tous. Après, nous, on est orienté Pro Tools. On n'est pas là pour faire du Nuendo, du Steinberg, du Logic Pro, ou du live. Donc, on est un peu aussi dépendant de ce truc-là. C'est-à-dire que on est en HDX et tu ne pourras travailler que sur Pro Tools ou avec beaucoup de contraintes sur les autres logiciels. Malheureusement, tu ne pourras pas exploiter. En tout cas, c'est 192 entrées et sorties. Voilà. Ok. Donc, bon, allez, vite fait, TC Electronics, 6000, M6000, H8000. J'ai vu que tu avais une Bricasti. 2 Bricasti, mon cher monsieur. Voilà. Une EMT, je vais me faire taper sur les doigts, je risque de me tromper. 245. Je pense que 245, exactement. La 480L des familles, qui est juste la référence. La Bricasti, après, on a des trucs cachés que tu ne vois pas forcément. Regarde. Là, on a une EMT Godfoil. Voilà. Ce mec est complètement fou. Donc une plate reverb avec la feuille d'or pour la plaque. Ça reste compact, mais tu as quand même le son d'une grande EMT. On fait un tour rapide des claviers. Oh là là, donc il y a beaucoup de choses à dire. Mais oui, c'est pour ça. Alors, en clavier, on a évidemment l'indispensable Moog Model D, qui est un réissu parce que... Voilà, encore une fois, on n'est pas là pour faire de la collection. Faut que ça marche. On a une bassline donc, qui est une TB303 un peu musclée et qui sort des sons de l'espace, et sans les problèmes de maintenance de l'ancienne. Un Moog One parce qu'on aime bien avoir les gros joujoux modernes aussi. On a oublié de retirer les plastiques, je vois ça, c'est une honte. Un truc incroyable, une interface utilisateur très efficace avec des sons de folie. Donc ça, quand tu dis interface utilisateur, j'imagine un USB derrière. Alors bien sûr, non, c'était pas pour ça. Non, en fait, quand tu parles de synthé, c'est que tu as les potards qu'il faut au bon endroit et t'es pas là à chercher dans des sous-menus et des menus complexes. Tout a été vraiment fait intelligent, même si tu as un écran LCD, etc. Les fonctions sont très intuitives. T'as pas forcément besoin du manuel pour comprendre où tu vas. Il y a d'autres synthés, c'est pas le cas, je dirais pas lesquels, parce que j'en ai un ici et qui me fait vraiment mal. Et voilà. J'imagine que tu as dû payer cher. J'ai payé cher et qui me fait affreusement mal au cul. Donc
Là, séquentiel, c'est le... merde, ça m'échappe, ça va revenir. Ça va revenir, le Prophète 6, voilà, merci, au revoir. Tout ça, voilà, donc là pareil, donc c'est une Miami Acid Lab, c'est une TR-808 en fait, avec toutes les sorties indépendantes, très beau clone de 808, le meilleur certainement qui a été fait. Ensuite, un synthé que j'adore pour ses sonorités, le Prologue, qui reste un synthé analogique et duquel tu sors des sons de cuivre notamment un peu à la Vangelis complètement fou. Voilà, et synthé très sous-estimé dans les trucs récents qui sont sortis et qui marchent d'enfer. Une petite boîte à russe Mat 5 d'esprit soviétique. Pour avoir des sons un peu cheapos sur tes prods aussi, voilà. Ça c'est le Decard Dream de chez Black Corporation. Le projet était de refaire un synthé dans l'esprit du CS80. Nous on a la particularité d'avoir en plus l'oscillateur en anneau que tout le monde n'a pas acheté. C'est une machine assez convaincante puisque effectivement tu retrouves quand même un peu l'esprit du CS80 sans avoir non plus 100% de la couleur du son, mais je trouve que ça marche mieux qu'un plugin d'émulation et ça marche certainement mieux que le CS80 que tu vas payer 19 000 livres sterling, voire plus maintenant aujourd'hui, et donc pour lequel tu auras besoin d'une clim dédiée, pour lequel à chaque fois que tu l'allumeras, tu auras une poussée de sueur parce que tu ne sauras jamais si c'est la dernière fois que tu l'allumes ou pas, parce qu'on ne trouve plus les composants, voilà, que c'est des composants propriétaires. Behringer est en train de faire un clone. On verra ce que ça donnera, mais voilà, ils ont fait du rétro-engineering, ce qu'il faudrait faire en fait pour justement avoir le son authentique des puces. Et donc ils ont les moyens de le faire, ils le font et ils sortent des clones quand même incroyables pour le prix que ça coûte. J'ai l'impression que Behringer ils sont en train de passer fort là en ce moment. Mais en fait ça fait très longtemps que Behringer fait d'excellents produits, véritablement fonctionnels. Pas cher, et ils sont victimes justement de ce prix abordable. Les gens disent que c'est de la merde, et bien pas toujours. C'est ça, c'est que bon, Behringer ils ont fait de la merde mais il y a longtemps. Ils ont fait de la merde, je crois qu'il y a 5 ans, c'est ça, ça a changé. Je ne sais pas si ça a changé, ce que je sais c'est qu'en tout cas pour le département synthétiseur c'est Uli Behringer, qui est un passionné de synthé vintage qui l'a pris en main. Il met un argent dingue dedans pour essayer de faire des produits quand même très corrects et très accessible. Et de toute façon je suis pas le seul à le dire, allez voir le nombre de tests qui comparent des Moog Model D au clone ou d'autres synthés. Vous verrez qu'en fait ça fait très souvent la blague pour une fraction du prix, et moi je pense sincèrement que on peut être collectionneur et adorer les vrais objets et les respecter, etc. Mais c'est une démarche personnelle. Quand on est dans un studio, on veut que ça soit fonctionnel. Et si à la fin, quand tu compares les deux instruments côte à côte, tu as une légère diff, vraiment imperceptible, et qu'il y a certains spécialistes seulement qui l'entendent, faut te dire qu'au fin fond d'un mix, personne n'entendra la différence. Moi, je ne suis pas du tout ayatollah de ce genre de truc, mais c'est même, je vais te dire, c'est très franco-français comme manière de penser. Aux États-Unis, tu as été toi-même, tu as fait le MIT, me semble. J'étais au MIT. Voilà, donc tu sais comme moi que les Américains sont beaucoup plus pragmatiques et que quand ça fonctionne, quand quelque chose marche, on le prend, peu importe ce qui est écrit dessus. Exactement. Donc, et peu importe qui tu es. Et peu importe qui tu es. Si tu arrives de nulle part et que tu sais faire, c'est tout de suite, tu as tout de suite. Exactement. Voilà. Donc là, on est sur le Korg, parce que c'est Korg qui l'a réédité, le Harp modèle 2600. Donc c'est le modèle qu'ils ont sorti à Minex dans le monde, et je peux te dire que je me suis battu pour le trouver. Voilà. Et c'est une tuerie. Voilà, il sonne d'enfer, très proche de l'original. Moins le côté, j'ai vieilli, donc je suis dans mon jus, donc. Je suis en général un peu plus rond quand j'ai vieilli. Voilà. Ça s'applique aussi au bonhomme. Là, tu voulais parler des synthétiseurs, merde. Voilà. Mais on peut parler de moi aussi. Si tu veux. Ça s'applique à moi, on est d'accord.
Le Korg Monopoly, voilà, mais refait par Behringer. L'Arturia Polybrut Cocorico, c'est français. Ouais. Bravo les gars. Ils font de très très bons produits, Arturia. Arturia fait Les de très bons interfaces audio produits. sont très bonnes. Ils font de très bons produits de manière générale. Ouais. On peut se gargariser que c'est français. Comme par exemple tout ce qui est développement de plugins chez Slate Digital. Qui est fait par Iosis. Qui est fait par Iosis, exactement, Fabrice, qui est un français à Grenoble. Grenoble. Voilà, on a. Il y a Flux. Il y a Flux, il y a UVI, on Il y a a UVI, de très belles boîtes qui font du son, et d'ailleurs UVI sont des copains, ils sont adorables. C'est vrai? Ouais, ils sont vraiment ultra cool, ben voilà, enfin on va pas raconter tout l'historique, mais voilà, ils sont génialissimes. Bref, on a de très bons en France aussi, il faut le souligner. La petite astuce, quand je te dis il y en a encore, même si c'est caché, bah t'as le dernier Prophète 5 fait par, enfin Prophète 10 en l'occurrence, puisque moi j'ai pris la version 10 voix, qui est très efficace et en fonction du bouton rêve que tu as ici, tu peux revenir sur des sons plutôt de la première génération de Prophète 5 ou la deuxième, voire la troisième qui est un peu plus fine. Ouais. Tout ça est une histoire de puces et de comment sont contrôlés les oscillateurs dans les puces. Mais voilà, produit assez convaincant dans le caractère authentique. Ouais. Ça a le mérite d'exister, d'être qualitatif. Voilà, bon, bah, moi j'ai eu l'occasion de pouvoir en acheter un des premiers. Là, tu as une bizarrerie qui est le Roland System 8. Et pourquoi je dis que c'est une bizarrerie? Parce que c'est un synthé numérique et tu vas te dire mais pourquoi tu as un numérique alors que tu es plutôt analo? Et bien tout simplement parce qu'il marche bien, qu'il te sort les sons du Jupiter 8, les Jupiter 6, les SH101 en fonction des plugins que tu lui mets dedans, que ça fait largement la blague, que c'est en plus un très bon synthétiseur à part parce qu'il a aussi ses propres moteurs de son. Bref, c'est une très belle bécane si tu veux être efficace et que tu veux les sons Roland, tout simplement. Voilà. Là, un petit Streichfett, String Machine fait par Waldorf, de laquelle tu peux sortir des sons assez amusants, voilà, parce que c'est de la paraphonie et donc tu sors des sons assez ouf, façon harp, tu sais, de la belle époque, c'est-à-dire String Machine, etc., ou harp Omni. Voilà, tu peux retrouver ce caractère-là un peu avec cette machine-là, même si c'est pas le caractère authentique, mais ceux-là on les a à Besco, à TI, voilà, donc je voulais pas que ça fasse double emploi. La Nava, c'est une TR-909, en fait, c'est le meilleur clone de TR-909 qui existe. Dans une boîte métallique, tu vois, assez indestructible. Franchement, c'est la même chose et tu mets pas un bras là-dedans. Parce que tu sais qu'une TR-909 ou une 808, aujourd'hui, ça vaut 4000 €. D'accord. Voilà, sur le marché de l'occasion. Sur le marché de l'occasion, sur le marché de l'occasion, là, on est sur une machine à 1000 boules. Tu vois, c'est pas la même chose. Un petit MS101, mais de chez Behringer. Voilà. Là, Cocorico, c'est français. C'est notre ami de chez Balorant, son premier synthé, c'est comme ça qu'en fait il a créé sa marque. Ce monsieur travaillait par ailleurs et il est devenu 100% maintenant constructeur d'instruments, justement grâce à l'aventure The River. Donc l'histoire du River, c'est que c'est 8 cartes voix de Moog Source. Donc 8 fois un Moog Source dans un synthétiseur avec une programmation moderne. Tu peux le faire drifter ou pas, mais voilà, c'est un très bon synthétiseur duquel tu sors des sons de folie. Voilà, et c'est un objet de collection absolu. Alors ça, pour les amateurs, voici le deuxième synthé complètement numérique que j'ai ici, Hydrasynth de chez Ashun Sound Machine ASM. C'est juste une tuerie. Tu sors des sons à la Vangelis là-dedans. Tu as un ribbon contrôleur qui te permet de faire ces bons vieux glissando à la Vangelis qui sont quasiment infinis. C'est une machine extrêmement surprenante. Ça sonne divinement bien. Voilà. Et là, bah, encore un clone de TR-606 cette fois-ci, toujours à Seedlab, qui est une marque de folie. Voilà. Après, nous avons un petit Oberheim OB6, donc fait par Séquential en fait aujourd'hui. Le petit Wasp fait par Behringer encore une fois.
Le Wasp, c'était un synthé vraiment à part, qui a des sons à part, un petit monophonique, des sons de basse complètement incroyables. Il me semble que dans Daft Punk, tu en as d'ailleurs des belles démonstrations, Ouais. et notamment sur leur tout premier album. Et puis enfin, un clone de Harp Odyssey fait par Behringer encore une fois. Voilà. Et en fait, je vais encore recevoir des synthétiseurs parce que je suis un fou de synthé. Et tu vas les mettre où? Et bah justement, c'est la question que je me pose. Je pense que j'ai encore la place d'en mettre un ici. Ouais. En fait, non, je vais pouvoir les intégrer assez facilement. En termes de place, le vrai problème, c'est le câblage. Voilà. Le Câblage. Ah oui. Ah Voilà. Donc, écoute, en tout cas, voilà, ça va arriver incessamment sous peu. Après, on a des têtes d'ampli, comme tu peux le voir. Oui, j'ai vu, il y a Des quelques petites Bogner. têtes d'ampli. Voilà, du Bogner, des trucs très bizarres made in China achetés chez Alibaba pour une poignée de dollars, et en fait ça fonctionne, ça marche. Ouais. C'est- Combien de temps? On ne sait pas. Combien de temps on ne sait pas, mais ça marche, et c'est une belle copie de Dumble en fait. Ouais, d'accord. Dumble, donc tu peux savoir Ah que bah c'est c'est l'un des amplis les plus chers au monde, et les plus et recherchés. les plus recherchés, tout simplement Et parce qui que va- c'est sont de Robert Ford entre guillemets. Exactement, Robert Voilà. Ford, t'avais je crois Larry Carlton, Voilà, exactement. il y avait puis Eric Johnson. Voilà, exactement. Donc après, nous avons l'indétrônable. Ah celle-là elle est portagée. Bah voilà, le 5150 dans sa version 50 watts, il me semble, Ouais. qui fonctionne Que tu as aussi d'enfer. activé Voilà, que j'ai aussi et activé. qu'on a utilisé. Et qui est il faut juste, bien se rappeler, c'est que dans un studio d'enregistrement, on n'a pas forcément besoin que les amplis soient extrêmement puissants. Par contre, avoir une petite tête pas trop puissante, mais que tu peux pousser à burn. Exactement, avec de la dynamique et du headroom. Et là, Et celle-là elle est pour ça. elle est pour super ça, mais belle. en fait, tous les amplis qu'on a ici sont des amplis dans cet esprit-là. Je te montrerai le coin détente après, on pourra fumer une cigarette. Voilà. Parce qu'on a aussi d'autres têtes d'ampli ici. Tu Ouais. vois, en fait, l'idée c'est que quand on bosse et qu'on enregistre, on a les têtes qu'on utilise.